Bonjour à tous, merci d'être ici dans cette session où on va parler de comment on se lance dans l'IA quand on est une entreprise dont l'IA n'est pas le cœur de métier, mais où on se dit bah tiens peut-être qu'il faudrait aller dedans et bah, par où je commence. Et ben pour commencer on va faire un jeu. Voilà. Donc pour ce jeu, ce que je vais vous demander, ça va être de voter avec à main levée, de voter avec le pouce vers le haut pour dire oui et le pouce vers le bas pour dire non. Ok, jusque là ça va? Parfait. Donc on va parler de... Alors, est-ce qu'il y en a qui arrivent à lire le mot en rose? Personne. Une personne. Ok. Alors, je ne saurais pas bien le prononcer, mais c'est écrit Tsenker. Et ce que je vais essayer de faire, c'est de vous apprendre ce qu'est Tsenker ou pas, ou en tout cas, vous allez apprendre ce qu'est Tsenker ou pas. Pour ça, je vais vous montrer des images. Ces images, elles ont toutes été générées par IA. Et actuellement, vous ne savez pas ce qu'est Tsenker. Et à chaque image, vous allez devoir voter. Est-ce que d'après vous, c'est Tsenker ou est-ce que d'après vous, ce n'est pas Tsenker? Donc celle-là, c'est la première d'après vous. Est-ce que c'est Tsenker ou pas? Tsenker, pouce vers le haut. Pas Tsenker, pouce vers le bas. C'est assez mélangé. Donc c'était Tsenker. Félicitations à la moitié de la salle qui a bien voté. Donc on va continuer sur la suivante. Est-ce que ça, d'après vous, c'est Tsenker ou est-ce que ça ne l'est pas? Alors vous avez un exemple pour vous aider, hein, c'est quand même... voilà. Il y a un peu plus de non que oui. Donc on va dire que psychologiquement, si je vous avais montré un oui d'abord, il y avait de fortes probabilités que le suivant soit non, effectivement. Donc maintenant, vous avez un exemple de chaque. Un Tsenker, un pas de Tsenker. Ça, à votre avis, est-ce que c'est Tsenker? Oui, 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 beaucoup de oui. Eh ben non, pas du tout, c'est pas Tsenker, voyons. C'est évident, non? Et ça, est-ce que c'est Tsenker? Ah, là, il y a une grosse majorité de oui, bravo, félicitations, c'est Tsenker. Et ça, c'est Tsenker ou ça l'est pas? Et tout le monde n'est pas d'accord. Non, ce n'est pas de 5 heures. Donc là, vous commencez peut-être à affiner un petit peu votre 5 heures. Et ce panier de fruits, est-ce qu'il est de 5 heures? Alors, ça n'a rien à voir avec la place de l'image, ça n'a rien à voir avec le style de l'image, et ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle ait des erreurs ou pas, hein, puisque ça a été généré par IA, qui a des erreurs un peu partout. Et non, ce n'est pas de 5 heures. Celle-ci, ah, j'ai même entendu des oui dans la salle. Oui, c'est de 5 heures, félicitations. Celle-là, oui, c'est de 5 heures, félicitations. Celle-là, il y en a qui ont l'air d'hésiter, et puis il y a quand même une majorité de non. Non, c'est pas de 5 heures. Et ça, est-ce que c'est de 5 heures? Vous me dites non? Si, c'est de 5 heures. C'est quoi de 5 heures? Bleu, félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Alors volontairement, je vous ai piégé, parce qu'en fait, j'ai pas mis la voiture bleue au début, je vous ai mis que des océans bleus avant d'arriver à la fin. Parce qu'en fait, si je veux vous faire comprendre le concept de Tsenker ou pas, avec deux exemples de bleu et deux exemples de pas bleu, normalement, vous avez compris. Ce que vous venez de faire, c'est exactement mon travail en tant que data scientist quand j'entraîne un modèle de machine learning. Félicitations mes petits modèles. Sauf que pour un modèle de machine learning, il faut beaucoup plus d'images, du genre 100 000. Alors on peut faire avec moins grâce à certaines techniques, mais grosso modo, à la base, il faut 100 000 images. Un humain, pour savoir si c'est un chat ou un chien, c'est deux chats, deux chiens, il sait à vie si c'est un chat, un chien, et il se trompe pas. À part peut-être les chihuahuas, mais ça compte pas. Là, un modèle, il va falloir beaucoup, beaucoup plus que ça. Donc du coup, l'IA, en gros, c'est quoi? Alors, souvent on parle de machine learning, donc là je vous ai parlé de chat et de chien. On va créer un dataset, c'est-à-dire qu'on va créer tout un ensemble d'images. On va dire ça, c'est des chats. Un ensemble d'images, on va dire ça, c'est des chiens. Et on les met dans des répertoires différents pour dire, OK, on a nos deux images. Et donc ce dataset, on va le mettre dans un algorithme d'apprentissage. Donc l'algorithme d'apprentissage, c'est ce que vous avez fait. Ça va regarder les images. Ça va devoir un peu prédire si c'est chat ou chien et on va le corriger. Et il va s'adapter et il va trouver. Alors, de manière assez vulgarisée, ce qu'il fait, c'est qu'il essaye de se dire c'est quoi un chat? Un chat, c'est un animal qui a des petites oreilles pointues, qui a des moustaches, qui a des yeux en amande, qui a une longue queue. Un chien, c'est un animal qui a une truffe, une langue qui sort et qui dégouline, des oreilles tombantes, beaucoup de poils. Je préfère les chats.
Donc, il va essayer de déterminer ça à partir des exemples que vous lui montrez. Et quand il a déterminé ça, bah, il le met dans un modèle. Un modèle, c'est quoi? C'est un programme informatique, mais qui n'a pas été écrit par un humain, qui a été écrit par un autre programme informatique, qui ne met pas les exemples d'origine dedans, mais qui met juste les conclusions d'après l'analyse de ces exemples. Donc, par exemple, ce que je viens de vous dire, le chat, c'est des petites oreilles pointues, des moustaches, et ainsi de suite. Et donc, quand vous lui présentez une image quelconque, donc là, c'est Pixel, mon chat. Donc quand vous lui montrez Pixel ou n'importe quel autre animal, il va dire alors, est-ce que ça correspond à ce que je connais comme chat? Est-ce que ça correspond à ce que je connais comme chien? Il y a des petites oreilles pointues, il y a des moustaches, il n'y a pas les yeux en amande, il n'y a pas la longue queue, il n'y a pas de truffe et ça dégouline pas, mais il y a par contre beaucoup de poils marrons. Peut-être qu'il y a quelques caractéristiques du chien, mais il y en a quand même plus du chat. Et du coup, ça va dire que c'est un chat, globalement, à 88%, parce qu'il y a plus de caractéristiques chat que de caractéristiques chien. Voilà. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris le machine learning. Il n'y a rien de plus compliqué que ça. Alors bien évidemment, les algos fonctionnent au niveau des pixels et pas au niveau des caractéristiques. Il y a des particularités et il y a beaucoup de maths derrière. Mais c'est ça le machine learning. Vous montrez des exemples, on en déduit des traits. Et après, on le met dans un modèle qui doit déduire si c'est chat ou chien. Donc notre modèle n'utilise plus le dataset. C'est important, hein, parce que souvent on entend des personnes dire que peut-être que c'est présent dans le dataset ou ce genre de choses, mais en fait le dataset il n'est plus accessible, il n'y a que les connaissances qui sont extraites, qui sont présentes dans le modèle. Mais le machine learning, c'est pas toute l'IA. Et souvent, actuellement, quand on parle d'IA, on parle de machine learning. Le machine learning, c'est une branche, mais c'est une branche au milieu d'un arbre. Alors cet arbre, c'est l'intelligence artificielle que j'appelle étroite ou faible. On ne va pas parler d'IA forte ou d'IA générale, parce que j'y crois pas, personnellement. Je pense que ça n'existera pas. En tout cas, pas dans les définitions qu'on entend régulièrement et ainsi de suite. Donc on va se concentrer à une intelligence artificielle qui ne fait que simuler de l'intelligence, mais qui n'est pas intelligente. Derrière, c'est des maths, des stats, des probas. C'est des choses tangibles, on va dire, qui essayent de simuler, de donner l'impression que c'est intelligent. Et donc notre intelligence artificielle étroite, c'est tout un arbre dont une des branches est le machine learning, mais ce n'est qu'une des branches. Souvent, on vous dit, et vous avez dû tous l'entendre, pour faire de l'IA, il faut de la data. Qui a entendu ça? Ah, pas tout le monde, il y en a qui ont de la chance. En fait, non. Pour faire du machine learning, il faut de la data. Mais pour faire tout le reste, il n'y a pas besoin de data. Donc l'IA va s'inspirer de physique, d'informatique, de mathématiques, de biologie. Alors la biologie, attention, hein, quand on parle de réseau de neurones, on a essayé de simplifier le neurone tel qu'on le connaissait dans les années 50. C'est très très loin de la biologie actuelle. Et quand on parle réseau de neurones, mathématiquement, ce qu'il faut entendre, c'est multiplication de matrices. Les matrices étant des tableaux de chiffres qui se multiplient les uns par les autres. Il n'y a rien, il n'y a pas de réseau avec des neurones qui sont dans un formol bizarre ou quoi que ce soit. Donc voilà. Donc c'est très galvaudé la biologie, mais en tout cas, il y a une inspiration biologique. Et du coup, il y a plein d'autres branches, et ces autres branches n'ont pas besoin de données. Les systèmes experts, il y a besoin d'un expert, un humain, qu'on va interviewer, à qui on va poser des questions, on va en déduire des règles, on va les mettre dans un moteur de règles, avec un moteur d'inférence, on va lui donner des faits, et il va découvrir ce que c'est. C'est Akinator, le génie du web, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un petit programme, vous pouvez y aller, vous réfléchissez à un personnage, et vous répondez aux questions d'Akinator, et en quelques questions, il vous dit « Ok, vous pensiez à tel personnage ». Et vous allez vous dire « Waouh !» C'est un système expert. La logique floue, c'est quelque chose qu'on retrouve dans quasiment toutes les industries et toutes les usines. C'est ce qui va contrôler des valves de manière souple, c'est-à-dire que ce n'est pas fermé-ouvert, mais ça va s'ouvrir plus ou moins. C'est ce que vous avez tous dans vos voitures quand vous allez utiliser le régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse, c'est de la logique floue qui accélère plus ou moins en fonction de à quel point vous êtes proche de la vitesse limite que vous avez fixée. Donc voilà, donc c'est des systèmes qu'on retrouve aussi dans les métros automatiques, par exemple. Il y a de la logique floue dedans. On l'appelle même plus tellement intelligence artificielle, tellement c'est devenu courant et qu'on le retrouve un peu partout. Les méta-heuristiques, c'est ce que vous utilisez dans votre GPS pour trouver le point le plus court d'un point A à un point B. Vous n'allez pas tester tous les trajets, parce qu'il y en a une infinité. Il suffit de faire un tour de rond-point ou un tour de pâté de maison de plus. Moi, je suis de Saint-Étienne. Pour venir à Paris, je peux passer par Lyon, mais je peux passer par Marseille.
pas très optimisé. Je peux passer par Bordeaux si j'ai vraiment du temps, et ainsi de suite. Il faut trouver quelle est la meilleure route. Alors, je suis pas venue en voiture, je suis venue en train, donc c'était plus facile. Mais si vous venez en voiture, bah, en fait, ça va pas tester toutes les possibilités du monde. Parce que oui, je pourrais passer par Moscou pour aller de Saint-Étienne à Paris. Mais je vais pas la tester, cette possibilité-là. Et les méta-heuristiques, ce sont des moyens, quand il y a une infinité de possibilités, de n'en tester que certaines qui sont potentiellement les plus intéressantes. Et donc, ça réduit les tentatives à faire et les essais à évaluer pour avoir peu de possibilités à évaluer. Et du coup, ça permet d'avoir un GPS qui vous guide plutôt bien d'un point A à un point B, alors qu'il faudrait un temps infini pour arriver à tester toutes les routes possibles, ce qui n'est pas faisable. Donc des branches, il y en a plein d'autres encore, hein. Il y a les systèmes multi-agents, par exemple, et ainsi de suite. Donc les systèmes multi-agents, c'est ce qui contrôle les petits robots dans les entrepôts de type Amazon, quand ils arrivent à prendre des choses à un endroit et les mettre ailleurs sans jamais se rentrer dedans, avec des règles très très simples, où chacun a un petit peu d'intelligence, qui consiste à dire, par exemple, je laisse la priorité à droite. Pas très compliqué comme intelligence, mais au final, ça fait des choses où ils arrivent à se déplacer sans se rentrer dedans, sans créer trop de bouchons, sans qu'il y ait de problème. Donc des branches, il y en a plein, mais c'est vrai qu'actuellement, quand on parle d'IA, dans 90% des cas, on parle de machine learning. C'est peut-être pas la seule IA dont vous aurez besoin dans vos entreprises, mais en tout cas, c'est celle qu'on met en avant. Dans le machine learning, vous avez le deep learning. Donc le deep learning, c'est les réseaux de neurones. Dans le deep learning, vous avez l'IA générative, donc c'est le truc dont on parle depuis 1 an et demi et depuis ChatGPT. Et vous avez au fond une petite feuille qui est ChatGPT. Et souvent, moi, les entreprises, donc j'accompagne des entreprises, j'ai créé ma société, j'accompagne des entreprises, j'accompagne des COMEX et des CODIR qui veulent se lancer dans l'IA. Et la plupart du temps, ce qu'ils connaissent ou ce dont ils ont entendu parler, c'est de l'IA générative. Et puis vous n'avez qu'à vous balader dans les stands, vous avez qu'à regarder la liste des conférences. La plupart des conférences qui parlent d'IA parlent aujourd'hui d'IA générative. Mais l'IA générative, ce n'est qu'une toute petite partie du machine learning, qui n'est qu'une toute petite partie de l'IA. Donc déjà, il faut bien se mettre en tête que ChatGPT n'est pas l'IA. Voilà, c'est juste une feuille. Ça peut servir, mais pas forcément. Alors ChatGPT ou Q, Bedrock ou ce que vous voulez, hein, ça revient au même. Ce sont que des petites feuilles en fait à chaque fois. Alors Bedrock, c'est une petite branche où il y a plusieurs petites feuilles, mais bon. Donc voilà. Et donc l'IA, vous l'utilisez tous les jours. Je vous en ai parlé dans les GPS, vous l'utilisez sur les réseaux sociaux, vous l'utilisez sur Netflix. C'est l'IA qui vous dit quoi regarder ce soir. Parce que clairement, c'est rare qu'on sorte des recommandations de l'algorithme parce que le catalogue est trop gros et impossible à gérer. Donc ça vous déprime si vous devez chercher autre chose dedans. Les sites de e-commerce, savoir quoi regarder sur vos flux, le GPS dont on a parlé, les filtres sur les appareils photo, tout ça c'est de l'IA, c'est un peu partout. Par contre en entreprise, en fait on en trouve un petit peu moins. Et du coup la question souvent qu'on me pose, mais en fait on peut en faire quoi en vrai? Parce que vous n'êtes pas forcément en tant qu'entreprise des spécialistes du GPS ou du réseau social. Donc la question c'est, et en vrai ça sert à quoi pour nous? Alors ça peut servir à plein de choses. J'ai travaillé avec différentes industries, différentes entreprises, majoritairement des industriels, et donc j'ai eu plusieurs use cases différents. Un des use cases, c'est la prédiction de la qualité. C'est en fonction des paramètres de votre production à un temps donné, prédire quelle sera la qualité en sortie avant même de lancer la production. Ça permet potentiellement de tout de suite changer les paramètres de production pour avoir la meilleure qualité possible à la sortie. Donc ça, c'est un sujet que j'ai travaillé avec des Assyries, d'où l'illustration, là encore, hein, c'est pas des vraies photos, c'est la seule vraie photo, c'est Pixel dans tout le deck. Donc Dali a une version de l'industrie un peu particulière, hein, où il y a visiblement beaucoup de bazar dans l'usine, mais bon. Et donc j'ai travaillé avec des Assyries pour prédire la qualité et le risque de défaut de surface en fonction des paramètres de prédiction. Ça peut être la détection de défauts. Ce coup-ci, on regarde les produits après production, donc pas avant mais après. Et avec du contrôle visuel, maintenant, c'est assez facile de dire les produits, ils ont ou pas des défauts. Et comme ça, on arrive à extraire les produits qui ont des défauts. Donc ça, je l'ai fait il y a déjà quelques années. C'est de plus en plus facile à faire maintenant parce que les outils sont de plus en plus présents. Vous pouvez, en plus maintenant, il y a plus de façons niveau technique de travailler derrière. Donc vous pouvez arriver tout à fait à aider les personnes qui sont au contrôle qualité. Là où on a mis ça en place, il faut savoir que le taux de défaut
a été multiplié par 2, non pas que l'usine elle faisait moins de qualité, mais juste parce que les humains laissaient passer quasiment la moitié des défauts. Vos humains ne sont pas parfaits. On est tous des fois imparfaits, et des fois on laisse passer des trucs parce qu'on a autre chose qui nous passe en tête au moment où on est en train de contrôler. Avec de l'IA, vous pouvez avoir une aide qui peut apporter du coup un peu plus de sérénité aux personnes, où elles vont par exemple avoir à regarder que certains produits où il y a un doute. C'est ce qu'on a fait dans cette usine, on n'a pas supprimé le contrôle qualité, ça serait complètement fou. Ce qu'on a fait, c'est que les produits où on a un doute de défaut, on les envoie au contrôle qualité, même si le doute est très très faible. Et comme ça, les personnes ont beaucoup moins de produits à regarder que si elles devaient regarder toute la production, ce qui fait gagner quand même pas mal de temps. Ça peut être dans des autres services, par exemple, prédiction de budget. Donc, j'ai travaillé avec une société où il fallait prédire les budgets de R&D en fin d'année, parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils demandaient à chaque chef de projet R&D, à ton avis, à la fin d'année, ça va coûter combien ton budget? Et vous vous doutez bien que quand vous faites ça, la prédiction à la fin, elle est fausse. Elle est souvent au-dessus ou au-dessous, à votre avis? La prédiction, elle est au-dessous de la réalité. La réalité est au-dessus de ce qui a été prédit par les chefs de projet. Donc en fait, avec l'habitude, ils essayaient de corriger derrière, mais la personne, elle passait une semaine, le directeur financier, à reprendre toutes ses estimations, une semaine tous les mois, pour mettre à jour le tableau de bord pour les projets de R&D d'ici la fin de l'année. Là, bah, du coup, on a un système qui est plus précis que les humains et qui marche en 5 minutes. Donc il a juste le temps de se faire un café maintenant. Et c'est fini, alors qu'avant, il devait y passer une semaine. Donc il est très content, il n'est pas en repos le reste du temps, il n'a pas été viré non plus, hein, il fait d'autres tâches qu'il n'avait pas le temps de faire. Donc vous allez voir que c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent, c'est que généralement ça ne remplace pas des gens, mais ça les aide à être plus efficaces ou à pouvoir faire d'autres choses à côté. Il y a tout ce qui est tri de CV au niveau des RH. Alors attention, il y a pas mal de risques de biais qui vont avec. Mais si vous êtes une entreprise qui reçoit énormément de CV, ça peut vous permettre de faire correspondre les offres avec les CV que vous avez reçus pour voir lesquels sont les plus adaptés à un moment donné. Bien évidemment, faites gaffe de ne pas vous baser que sur ça. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Parce que bah, y a des risques de biais, vous allez passer à côté des personnes en reconversion, vous allez passer à côté des profils un peu différents. Donc juste avant, je donnais une conférence sur les profils atypiques, justement. Bah, ces profils atypiques, la plupart du temps, ils passent en dessous des radars, ce qui est un petit peu dommage sur ce tri de CV. Donc là encore, il faut garder l'intelligence humaine pour arriver à compléter ces processus, mais ça peut vous permettre de faire un tri, par exemple. Puis avec l'IA générative, vous avez un assistant quotidien. Personnellement, j'utilise l'IA générative quasiment tous les jours. Déjà, ça fait toutes mes images de slides, mais je fais pas que ça, ma vie, heureusement. Mais ça m'aide à traduire des textes, à améliorer la qualité d'un texte, à le rendre plus professionnel. Ça m'aide à trouver un plan quand je galère un peu. Ça m'aide à faire du brainstorming parce que bah, j'ai monté ma société il n'y a pas très longtemps. Donc pour le moment, bah, je suis un peu toute seule dans ma société. Et donc du coup, pour brainstormer, c'est un peu compliqué parce que mon chat, Pixel, est pas très bavarde. C'est pas le meilleur coéquipier, on va dire. Donc elle squatte le siège, mais de manière physique de l'entreprise. Et elle m'aide pas beaucoup. Donc du coup, ça m'aide à avoir quelqu'un avec qui échanger. Donc des fois, je fais quelque chose, je l'envoie donc à ChatGPT ou autre, et je lui dis, fais-moi une critique constructive de ça. Et du coup, ça m'aide à améliorer mon propre rendu. Voilà. Donc ça peut servir à peu près à n'importe quelle personne qui travaille souvent sur un ordinateur pour des petites tâches. Pas une grosse tâche, mais ça peut aider à plein de petites tâches. Bon, du coup, maintenant qu'on sait que bah, on peut faire des choses avec, on commence comment? Vous êtes une entreprise qui ne fait pas du tout d'IA, par où je commence? Alors, ce que je fais, moi, avec les entreprises que j'accompagne, c'est que je fais un process en 4 étapes, assez simple. La première, c'est de détecter quelles sont les tâches potentielles où on pourrait mettre de l'IA. Alors, à ce niveau-là, on ne se dit pas c'est de l'IA ou c'est pas de l'IA, on se dit juste où est-ce que potentiellement c'est intéressant pour l'entreprise. Et pour ça, il y a 2 grandes approches possibles. La première approche, c'est celle qui est basée sur les datas. Vous regardez les données que vous avez et vous vous dites, avec ces données que j'ai déjà, qu'est-ce que je pourrais faire? Qu'est-ce que je pourrais en déduire? Qu'est-ce que je pourrais prédire? Donc vous faites le compte-rendu, l'inventaire de toutes vos données et vous regardez bah, qu'est-ce qui est prédictible là-dedans et qui pourrait avoir un intérêt pour votre entreprise. Alors c'est pas l'approche que je préfère parce qu'en fait elle limite au sujet où vous avez déjà de la data. Et en plus, ça limite au machine learning, ça veut dire.
Parce que si vous pensez data, ça veut dire machine learning, mais il y a d'autres choses potentielles. Donc ce que je préfère, c'est celle qui est basée sur les tâches. Et du coup, je cherche 5 types de tâches. Les tâches qui sont chronophages. Donc elles prennent du temps sur le temps de travail de vos employés. Les tâches qui sont répétitives. Alors répétitif, ça peut être tous les jours, tous les mois, à chaque nouveau projet, à chaque réunion. Il faut qu'il y ait juste une notion de répétition. Celles qui sont sources d'erreurs et que ces erreurs ont des conséquences pour vous. Par exemple, le contrôle qualité, potentiellement, il y a des erreurs. Et quand un produit sort de vos usines avec des erreurs, ça a une conséquence sur votre image, sur le retour, sur le prix. Vous avez des retours à faire, des échanges avec le client ou ce genre de choses. À faible valeur ajoutée, vous payez des employés pour faire un travail et pour lequel ils ont des compétences. Mais peut-être que dans les tâches qu'ils font, il y en a certaines où en fait, ça pourrait être délégué à peu près n'importe qui et ça ferait quand même le taf. La question, c'est est-ce que ça vaut le coup de payer quelqu'un un certain salaire pour faire une tâche que quelqu'un d'autre pourrait faire? Donc ça a peu de valeur ajoutée par rapport à la personne qui est en face. Et le dernier, c'est les tâches qu'on appelle chiantes. Donc ça, je discute avec les personnes dans les métiers et je leur dis qu'est-ce que vous aimez pas faire. Généralement, ça, il n'y a aucun problème. Elles sont très aptes à dire ça. Dès qu'il n'y a pas le manager dans la salle, j'obtiens beaucoup d'infos sur qu'est-ce qui est chiant à faire dans leur métier. Et du coup, on se dit, bah, peut-être que là, il y a quelque chose à faire. Alors, c'est rare qu'une tâche, elle soit dans une seule catégorie. La plupart du temps, les tâches vont cocher plusieurs cases. Et donc, c'est les tâches qui vont cocher un peu le plus de tâches qu'on va regarder plus en détail. Par exemple, le contrôle qualité, c'est chronophage, c'est répétitif, c'est à chaque produit, c'est source d'erreur, c'est à faible valeur ajoutée potentiellement, et c'est très très chiant pour les gens qui le font. Donc le contrôle qualité visuelle de produits qui passent devant, ça coche les 5 cases. Après, il y a des projets qui cochent plus ou moins. De mon expérience, je n'ai pas encore trouvé de projet d'IA dans des entreprises qui ne cochaient aucune case. Donc je me dis qu'apparemment, je couvre à peu près tous les cas possibles. Donc une fois que vous avez fait la liste des tâches, ce sont les tâches potentielles, on va passer à l'analyse des tâches. Alors l'analyse des tâches, si vous ne faites pas de l'IA, vous allez peut-être avoir besoin d'un peu d'aide, mais attention aussi à qui vous demandez comme aide, parce que ça c'est la loi de l'instrument d'Abraham Maslow, qui dit que si le seul outil que vous avez c'est un marteau, vous avez tendance à tout voir comme un clou. C'est pas parce que l'IA existe que vous devez l'utiliser à toutes les sauces. Je suis la première à dire, ça fait 22 ans que je fais de l'IA, je suis la première à dire, si vous pouvez vous passer d'IA, passez-vous d'IA. Vraiment. Ok? C'est si vous n'avez pas le choix parce que le reste ne fonctionne pas, dans ce cas-là, il faut peut-être envisager l'IA. Mais envisagez d'abord le reste. Du BI, du développement classique, de l'automatisation. Peut-être qu'il y a d'autres façons de faire des stats. Peut-être qu'une moyenne glissante, ça suffit. Il n'y a peut-être pas besoin d'avoir de l'intelligence artificielle. Donc regardez ce que vous pouvez faire sans IA potentiellement. Et dans ces tâches, il y en a naturellement qui vont être éliminées. Si vraiment vous êtes très très loin de l'IA, potentiellement, il y a des choses où vous ne saurez pas si c'est de l'IA ou pas. Donc bien évidemment, vous ne serez pas forcément capable de tout faire, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est réduire cette liste et d'éliminer tout ce qu'on peut éliminer et de vous faire accompagner si besoin. Abraham Maslow, là, que j'ai cité, c'est celui qui a fait la pyramide. Voilà. Mais il n'a pas fait que ça. Donc il a aussi écrit d'autres trucs, et dont cette loi de l'instrument. Donc vous avez un marteau dans votre trousse à outils, très bien, mais utilisez les autres. Si aujourd'hui mon besoin est d'afficher un tableau sur le mur, ouais, le marteau et le clou, c'est vachement bien, parce que ça va marcher pour afficher mon tableau sur mon mur. Par contre, si mon but c'est de monter un meuble Ikea et que je dois visser deux trucs ensemble, oui, la vis, je peux la rentrer à coups de marteau. Par contre, votre meuble, il est fichu, et la vis, elle sera en sale état, et en plus, vous allez y passer plus d'énergie qu'en utilisant un tournevis. Alors que le tournevis ou la clé, parce que Ikea, ils vous vendent avec les clés, la clé, elle va aller beaucoup plus vite. Donc, utilisez le bon outil pour la bonne tâche. Et ça, c'est important. Une fois que vous avez analysé votre tâche, vous en avez éliminé pour garder que certaines qui concernent, dans mon cas, l'intelligence artificielle, parce que je ne suis pas très douée pour conseiller en SAP, par exemple. Voilà. Donc, ne me demandez pas de faire des conseils SAP, je n'irai pas plus loin. Mais du coup, si on voit que c'est potentiellement de l'IA sur l'analyse des tâches, on peut passer à l'analyse d'impact. Alors, l'analyse d'impact, je l'étudie sur deux axes. Le premier, c'est quel impact ça a pour l'entreprise, qui est un indicateur de qu'est-ce que ça va rapporter.
Et le deuxième, c'est à quel point c'est complexe à faire ce genre de projet, qui est un indicateur de combien ça va coûter. À partir de ces deux indicateurs, qu'est-ce que ça rapporte et qu'est-ce que ça coûte? Vous allez pouvoir poser vos projets dans ce graphique qui, globalement, contient 3 zones. La zone verte, que j'appelle les quick wins, c'est des choses qui coûtent pas cher mais qui ont un grand impact. Typiquement, ce que je croise le plus actuellement en quick win, c'est mettre un outil qui prend des notes en réunion, fait les comptes rendus et envoie le compte rendu à tous les participants à la fin de la réunion. Il suffit d'acheter des licences. Il n'y a pas plus simple. Bon, il faut trouver le bon outil. Alors, c'est pas tout à fait aussi simple que ça, parce qu'il faut d'abord trouver le bon outil en fonction de votre use case. Est-ce que les gens sont en présentiel? Est-ce qu'ils sont en distanciel? Est-ce qu'ils parlent tous la même langue? Est-ce qu'il y a différentes langues? Quelles sont les langues que vous utilisez? Est-ce qu'il y a des gens qui peuvent se couper ou pas? Et ainsi de suite. Et est-ce qu'il y a des contraintes de confidentialité dans ce qui se dit dans ces réunions? Et à partir de tout ça, on trouve le meilleur outil pour le faire. Mais grosso modo, ça va assez vite. Si c'est utiliser de l'IA générative, on fait de la formation, on accompagne les personnes, on les aide à trouver les bons use cases, et puis après, on leur donne les licences. Et c'est pas juste, on achète des licences d'une IA générative, on les refourgue et on dit, bah, advienne que pourra. Parce que là, je vous le dis tout de suite, ça marchera pas. Donc, il faut accompagner les personnes derrière. Mais c'est pas si complexe que ça à faire. Donc, les quick wins, c'est des choses qu'il vaut mieux lancer assez rapidement. Ensuite, vous avez les projets. Les projets, ça va coûter un peu plus cher. Il va falloir une équipe, il va falloir le prévoir dans le temps, il va falloir créer des lots potentiellement, trouver des prestataires pour le faire, ou trouver des éditeurs qui le font. En tout cas, il y a plus de travail, mais ça vaut le coup parce que ça vous rapporte quand même beaucoup à la fin. Les sujets dont je vous ai parlé tout à l'heure comme use case sont majoritairement des sujets de type projet, à part le dernier qui était sur l'assistant de tous les jours, mais sinon sur le reste, ça reste un peu des projets à faire, des projets classiques d'IA comme on en faisait avant ChatGPT, parce qu'on faisait de l'IA avant ChatGPT. Ça m'est arrivé déjà quand j'ai dit que j'avais commencé l'IA il y a 22 ans, que quelqu'un me dise « mais ça existait déjà ?» Oui, ça existait. Mais t'es la première? Non. Non, non, du tout. Donc ça existe depuis les années 45-50. Donc voilà. Donc il y avait des projets avant, il y en a toujours. Donc c'est cette zone-là, ça vaut le coup de s'y pencher. Et puis après, il y a tous les rouges. Les rouges, faut pas les faire. Donc les rouges, il y a deux possibilités. Soit vous êtes dans la zone ici, en fait, faut pas les faire parce que ça va vous coûter plus cher que ce que ça va vous rapporter. Donc vous lancez pas dans un projet qui rapporte rien. Voilà. À part si vraiment vous avez de l'argent à cramer, hein, mais c'est rarement le cas. Et si vous avez vraiment beaucoup d'argent à cramer, je vous assure, je peux faire un PayPal et vous pouvez me faire un virement, il n'y a pas de problème. Je prends, sans avoir besoin de faire de projet d'IA. Donc ça, c'est pas utile ici. Ça vaut pas le coup de les faire parce que ça vous rapportera tellement pas qu'en fait, ça n'a aucun intérêt de le faire à part le côté marketing. Et puis, il y a ceux qui sont tout là-haut. Je suis beaucoup trop petite parce que l'écran est beaucoup trop grand pour moi. Ça, c'est des projets qui sont intéressants, mais qui sont trop chers à faire actuellement. Le actuellement est important parce qu'en IA, les choses bougent vite. Les choses bougent très très vite. Et donc, ce qui est compliqué aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, il y a une start-up qui va faire un super outil qui vous permettra de le faire. Ça sera déjà tout prêt. Vous aurez juste à acheter l'outil ou à configurer l'outil ou quoi que ce soit. Et donc, ce qu'on voit, c'est que la difficulté au cours du temps, elle baisse. Donc, un projet qui est dans la zone intéressante au-dessus des projets, mais qui est trop complexe, attendez. Et vous ne savez pas quand, à un moment donné, il peut descendre. Il peut descendre dans la zone orange, où ça vaut le coup de se lancer, ou il peut descendre dans la zone verte, qui dit que bah, du coup, il n'y a quasiment plus rien à faire. Donc, des fois, il faut juste être patient et se dire que ce qui est dans le rouge, au fond, il ne faut pas le jeter, il faut le garder dans un coin de tête. C'est juste que pour l'instant, on ne peut pas le faire. Vous m'auriez demandé, il y a 2 ans, est-ce qu'on pourrait faire un chatbot où quand on lui donne du texte, ça nous fait une super image de ce qu'on veut? Je vous aurais dit, ça va être compliqué. On aurait été dans le rouge. Ensuite, il y a eu Crayon et Dali, les premières versions. On est passé dans l'orange. Et puis maintenant, on est dans le vert. Donc voilà. Donc ça bouge. Mais on ne sait pas quand. La difficulté, c'est que ça peut aussi bouger dans 20 ans. Peut-être que vous n'avez pas 20 ans à attendre, mais bon, voilà. Et à partir de tout ça, il faut faire une roadmap. Donc la roadmap, ce que je conseille, c'est de commencer tout de suite par un quick win, donc les projets verts. Pourquoi? Parce que ça lance la démarche IA. C'est-à-dire que vous pouvez afficher en disant « Ok, on va faire de l'IA maintenant dans l'entreprise. On commence par un quick win et on dit « Ok, regardez la preuve.
Je vous ai dit qu'on commençait, tout de suite, vous voyez des premiers résultats parce qu'on a mis ça en place. En parallèle, vous lancez un projet Orange. Lui, le projet Orange, vous aurez le résultat dans 6 mois ou 1 an. Donc les gens, ils vont pas le voir. Donc si vous dites aujourd'hui on lance de l'IA et que vous leur dites plus rien et que vous revenez dans 1 an en disant youhou, ça y est, on a fait un truc, ils vont dire mais en fait vous avez rien fait. Donc mettez un petit vert pour démarrer, commencez un Orange en parallèle et de temps en temps, pendant la durée du projet Orange, mettez des petits verts pour timer, pour garder l'intérêt de vos employés, pour dire regardez, il y a des choses qui se passent, même s'ils ne voient pas ce qui se passe dans le projet Orange. Et surtout, sur cette roadmap, refaites-la régulièrement. Alors des fois, les clients, ils ont des roadmaps à 10 ans. Pour le général, bon, peut-être. En IA, à 10 ans, ça n'a aucun sens. À 5 ans, ça n'a aucun sens. À 2 ans, ça n'a pas vraiment de sens, mais en général, je conseille mes clients sur des roadmaps à 2 ans. Et ce que je leur dis, par contre, c'est tous les 6 mois, on se repose et on réanalyse la roadmap. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets qui ont pu descendre. Ou alors, il y a des intérêts qui peuvent avoir disparu, parce que les entreprises évoluent, elles aussi. Donc, les entreprises évoluant, les besoins des entreprises évoluent. Donc, le côté qu'est-ce que ça apporte, quel est l'impact va changer. Le côté complexité va changer. Donc, peut-être que dans 6 mois, ce qui est hyper dur aujourd'hui ne le sera plus. Et donc, vous pourrez dire, bah cool, maintenant, on peut enfin faire ce qu'on voulait faire avant et qu'on n'avait pas les moyens de faire. Ou finalement, ce projet, on le laisse tomber. Voilà. Donc, cette roadmap, faites-la à 2 ans max. Et reprenez-la tous les 6 mois de manière à voir où vous en êtes et à suivre où vous en êtes et essayez de garder un rythme pour montrer qu'il se passe des choses. Vraiment. Voilà. Et surtout accompagner aussi vos utilisateurs parce que sinon ça marche beaucoup moins bien. Je voulais terminer avec 2-3 mises en garde. La première, c'est la première règle du machine learning, c'est de commencer sans machine learning. Si jamais vous avez besoin de machine learning dans un projet, la priorité, c'est de tester d'abord sans. Si vous vous dites, OK, les statistiques, c'est pas suffisant pour mon projet. Oui, mais à quel point c'est pas suffisant? Bah, faites avec des stats seuls. Vous verrez où vous en êtes avec une autre technique et vous verrez quel est le delta que vous attendez de l'intelligence artificielle. Et ça vous permettra de voir ce que vous devez obtenir et d'où vous partez. Et c'est intéressant parce que si des stats seuls vous prédisent les ventes à 60%, mais que le premier modèle d'IA, il vous prédit les ventes à 40%, vous savez qu'il est moins bon que des stats seuls. Donc peut-être qu'il y a un problème. Peut-être que ça ne marchera pas. Donc il faut toujours avoir cette baseline, donc cette ligne de comparaison qui est si je n'utilise pas l'IA, où est-ce que je suis? Donc même si le sujet, vous avez dit, c'est de l'IA, la première étape, c'est de faire 100 et de voir ce que ça donne. Ça vous permet aussi de tester avec les utilisateurs, par exemple, des interfaces, de tester dans le process comment ça pourrait s'intégrer, et ainsi de suite, même si les résultats sont potentiellement pas assez bons maintenant. Et des fois, vous pourriez avoir des surprises, et ça m'est arrivé en entreprise, où des entreprises ont pensé qu'il y avait des sujets qui étaient des sujets d'IA. On a fait des stats. Bah voilà, c'est fini. Très bien, parfait, on remballe. Et c'est le meilleur cas possible. C'est-à-dire qu'on se disait, il va peut-être falloir un projet de 2-3 mois pour faire ça. Et au bout de 15 jours, on fait, bon, bah en fait, c'est fini, voilà. Ça marche. Des stats. Moyenne glissante. C'était pas compliqué quand même. Mais du coup, ça n'avait pas été évoqué et ça n'avait pas été mis en place avant. Donc, bah, tant mieux, hein, on va dire. Et le deuxième point, c'est l'AI Act. Donc, l'AI Act, c'est un texte, c'est une réglementation européenne qui a été votée en mars, alors au début enfin mi-mars, je crois que c'était, et qui sera normalement publié au bulletin officiel de l'Europe en mai. Là, à partir du moment où c'est publié, ça veut dire la loi, elle est en production, entre guillemets. Sauf qu'il vous donne un certain délai pour vous mettre à jour. Et en fonction de là où vous êtes dans la loi, vous avez un délai qui s'étale entre 6 mois et 3 ans. Mais vous allez devoir la respecter, cette loi, quoi qu'il arrive. Alors du coup, que dit alors pardon, pas la loi, la réglementation européenne. Voilà, je travaille avec une avocate sur le sujet et à chaque fois je dis le mot loi, elle me tape sur les doigts. Donc ça va finir par rentrer un jour, je dirais, réglementation européenne. Il y a 3 catégories de projets d'IA dedans. La première, c'est celle où on considère que les risques pour l'humain et pour ses libertés fondamentales sont inacceptables. Comme les risques sont inacceptables, on interdit complètement ces projets. Ces projets, vous avez 6 mois pour les faire disparaître de la circulation, sans quoi vous risquez une amende qui est de plusieurs dizaines de millions d'euros ou un pourcentage de votre chiffre d'affaires selon lequel est le plus haut des deux.
Donc autant éviter, c'est mieux. Donc qu'est-ce que c'est un risque inacceptable? Par exemple, c'est le fameux modèle social chinois. Vous n'avez pas le droit de suivre les gens en temps réel dans un espace public pour les noter en fonction de leur comportement et pour dire, eh ben, je vais mettre un score et en fonction de leur score, ils ont le droit de faire des choses différentes. Ça, c'est interdit par la loi, c'est marqué noir sur blanc. Il y a toute une page d'annexe qui indique, pardon, d'article 5, c'est pas l'annexe, c'est un article 5. L'article 5 détaille l'intégralité des choses qui sont complètement interdites, dont l'utilisation aussi des faiblesses des personnes et tout ce qui est subliminal. Alors subliminal, on y a, j'ai pas souvent vu le cas, mais bon, ça fait partie, c'est écrit et ça ne peut pas être changé. Donc ça, vous arrêtez. C'est facile. Ensuite, il y a le haut risque. C'est 95% du texte. On considère qu'il y a un risque potentiel pour l'humain, mais on n'interdit pas de le faire. Par contre, il faut que vous ayez pris des précautions sur ce sujet. Et qu'est-ce qu'on entend par précaution? Eh bien, en fait, vous allez devoir faire passer votre projet, vous allez devoir le faire en sorte qu'il obtienne un agrément européen. Cet agrément fait qu'il sera enregistré dans une base de données des projets agréés et que vous pourrez le vendre. Alors, ça ne sert à rien d'aller aux États-Unis pour ne pas avoir à faire ça, parce que si vous voulez le vendre en Europe, vous allez devoir avoir l'agrément, même si vous n'êtes pas européen, et à partir du moment où ça s'applique aux Européens. C'est le même cadre d'application que le RGPD, pour ceux qui sont un petit peu sensibilisés au RGPD. Donc vous allez avoir le même cadre d'application. Pour ça, le haut risque, c'est à partir du moment où les Européens subissent vos modèles, vous allez devoir y passer. Et ça couvre deux grandes catégories qui, pour moi, sont un peu différentes. La première, c'est ce qui concerne la vie des humains directement. Donc, c'est tout ce qui est application au milieu bancaire, à l'éducation, à la formation, à l'emploi, à la santé, à l'accès aux services vitaux, l'eau, l'électricité, les infrastructures critiques comme les routes. Bref, tout ce qui concerne ces domaines-là, c'est dans une annexe qui cite tous ces cas-là et c'est directement à haut risque. Et la deuxième catégorie, qui est beaucoup plus, pour moi, beaucoup plus traître, c'est quand votre IA, elle sert sur une pièce de sécurité d'un produit beaucoup plus gros qui, lui, est déjà soumis à une réglementation européenne. Par exemple, les jouets. Vous connaissez tous la norme CE pour les jouets. Eh bien, si vous faites une pièce de sécurité de ce jouet avec de l'IA, vous êtes dans la case au risque. Par contre, si vous faites quelque chose qui n'a rien à voir, c'est pas au risque. Donc, dans les jouets, je ne sais pas, imaginons un petit Tamagotchi qui utilise de l'IA pour savoir quand dire qu'il a faim ou qu'il a soif. Il n'y a pas de problème, c'est pas de l'IA au risque, il n'y a pas de problème de sécurité. Par contre, si vous le mettez dans un système avec un petit animal qui se balade tout seul et qui permet d'éviter qu'il écrase un enfant ou qu'il coince un doigt ou ce genre de choses dans le mécanisme, là, vous allez être soumis à la réglementation européenne. Et les cas sont assez tendancieux. Il y a des avocats qui se sont réunis et qui estiment qu'il y a quand même un certain nombre de cas où c'est difficile de choisir si c'est à haut risque ou pas. Dans le doute, considérez que c'est à haut risque. Vous serez protégé. Et puis après, il y a le risque minimal ou limité. Et le risque minimal ou limité, la seule chose qu'on vous dit, c'est vous devez indiquer que c'est de l'IA. Alors ça paraît pas grand-chose, mais ça veut dire que toutes vos applications qui utilisent de l'IA, il faut qu'il y ait une mention visible de l'utilisateur qui dit « Attention, c'est de l'IA ». Vous savez, tous ces chatbots qu'on rencontre sur les sites web, qui se font passer pour des humains. « Bonjour, je m'appelle Paul, comment puis-je t'aider ?» C'est fini. La réglementation européenne, elle dit qu'il faut dire que c'est une IA à qui vous parlez. Et quand ça passe à l'humain, parce qu'on sait très bien qu'au bout d'un moment, quand le modèle n'arrive plus à gérer, il passe la main au service client humain, et bien à ce moment-là, il faudra indiquer, à partir de maintenant, vous parlez à un humain. Et c'est ça que ça veut dire, ce critère de transparence quand il y a un risque minimal ou limité. Et du coup, il faudra regarder dans quel cas vous êtes. Et si vous êtes à haut risque, il y a toute une documentation à faire, mais qui est de la bonne pratique. Il faut analyser les datasets, vérifier qu'il n'y a pas de discrimination, qu'il n'y a pas de biais potentiel, garder les logs, garder les versions des modèles au cours du temps pour être capable de retrouver le bon modèle, faire de l'explainable AI, c'est-à-dire être capable de dire voilà ce qui, dans l'image, a décidé que c'était un défaut, ce sont ces pixels-là à tel endroit, ou de dire que la personne était malade, c'est ça qui a dit que la personne était malade, c'est parce que cette zone-là, elle est différente des zones habituelles, ce genre de choses.
Et donc, vous avez toute une liste qui est détaillée. Donc, il y a un article, enfin, il y a plusieurs articles, on va dire, qui détaillent ce contenu-là, puisque, comme je vous disais, la majorité du texte est basée sur le haut risque. Attention, le texte est fait pour être évolutif, c'est-à-dire que ce qui n'est pas au risque aujourd'hui peut le devenir demain, parce que la loi est faite, la réglementation, je vais y arriver, hein. La réglementation est faite pour qu'on puisse modifier ce genre de cas, parce que justement, ça a été mis en annexe exprès. Ce qui veut dire que c'est pas parce que votre projet aujourd'hui, il est à risque minimal qu'il le sera tout le temps. Dans le doute, ça peut être bien de garder la doc dans un coin, de bien la faire, de bien faire votre analyse de discrimination et ainsi de suite. Comme ça, le jour où ça change, bah, vous pouvez directement faire valider votre modèle. Et tous les projets qui commencent à partir de maintenant, vous devriez vous poser la question, même si ça rentre en application en mai et que vous avez après encore 2 ans ou 3 ans potentiellement dans certains cas pour avoir l'agrément, ça sera trop tard dans 3 ans. Donc commencez directement, tous les projets qui commencent là maintenant ou qui sont en démarrage devraient avoir été passés au crible de la réglementation européenne pour savoir s'il y a des contraintes particulières. Et c'est assez vaste. Donc voilà. Sur ce, je m'arrête pour tout ça. N'oubliez pas qu'il n'y a qu'un seul outil parmi les autres. C'est vraiment le message que j'aimerais que vous reteniez. C'est un marteau, mais vous avez aussi des tournevis, vous avez aussi des scies sauteuses ou une meuleuse. C'est l'appareil préféré de mon papa, qui s'en sert pour tout faire en bricolage. Donc voilà. Donc continuez à utiliser vos autres outils. Et si jamais il y a besoin, vous avez peut-être besoin d'un marteau. Et puis, il nous reste 3 minutes à peu près. Je n'ai pas de micro ici. Je regardais, non. S'il y a des questions, donc ce que vous ferez, c'est que vous me direz les questions et je les reprononcerai juste pour qu'elles soient enregistrées et qu'elles s'entendent dans le replay. Voilà. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions, du coup? Personne n'ose se lancer. En général, la première question, c'est la plus difficile, parce que c'est celle où personne se dit, allez, je pose la première question. Allez-y, on a un volontaire. Pour les risques inacceptables, vous parliez donc, vous donniez un exemple, on ne peut pas noter est-ce que les enquêtes satisfaction client, par exemple, Alors, sont amenées à noter des prestations, on peut les utiliser dans une IA pour déterminer le futur de la relation, notamment en prenant des solutions du type moi, lui, au bout de 6 mois, on ne prend plus les notes en compte, des choses comme ça. Alors, effectivement, là, donc, la question qui est posée, c'est par rapport au risque inacceptable, si on est dans les questionnaires que vous obtenez quand vous avez une relation avec quelqu'un et que vous notez la personne, est-ce que ça peut être utilisé par une IA pour garder ou casser la relation commerciale potentielle? Donc, oui, ça, vous serez dans le haut risque, sûrement. Vous ne serez pas dans le risque inacceptable parce que la personne, vous devrez par contre juste la prévenir avant que ses réponses vont être utilisées. Mais là, on est dans le cadre du RGPD, en fait, plus classiquement, en fait. Et vous pourrez dire que ça pourra être utilisé. Par contre, il faut que la personne à qui vous dites, bah, on travaille plus avec eux parce que on considère que les résultats sont trop mauvais, peut vous demander pourquoi et vous devrez lui dire pourquoi l'algorithme a considéré qu'il fallait arrêter la relation. Donc il faudra que vous êtes vraiment dans le cas du haut risque, il va falloir que vous expliquiez derrière pourquoi vous êtes dans ce cas, enfin pourquoi vous avez décidé qu'on arrêtait ou qu'on continuait la relation. Mais vous ne serez pas dans l'inacceptable parce que dans le risque non acceptable, c'est vraiment ce qui atteint les libertés personnelles, pas que dans le commerce en fait, mais le fait de ne plus avoir le droit de prendre le train par exemple. Ce qui n'est pas le cas dans ce cas-là, donc ça va, ça passe. Bon, maintenant c'est la deuxième question, c'est plus facile. Apparemment pas avec vous. Mince. Vous êtes timide peut-être. Il reste 1 minute 30. Donc on a le temps de faire une question. Si vous en avez une, c'est le moment de la poser, même si c'est que la deuxième. Soyez curieuse. Alors tout ce qui est IA générale, globale, forte, enfin ça dépend le terme qu'on met derrière, ça dépendrait ce qu'elle ferait potentiellement. Dans ce qu'on entend souvent autour de la science-fiction, de ce qui est capable une AGI, oui, elle tomberait sûrement dans le haut risque, c'est sûr, voire potentiellement en fonction des capacités, elle pourrait même tomber dans l'interdit potentiellement. Voilà. Mais bon, pour moi, je pense qu'on
on n'y est pas et qu'on n'y sera pas et que c'est un bel argument marketing pour lever des fonds quand on est une grosse start-up américaine, mais que c'est pas une crainte que j'ai. Enfin, perso, je crains pas trop ça. Après, je vais peut-être me tromper, hein. Je suis pas Madame Irma, donc peut-être que dans 20 ans, je vais me dire ah merde, je l'avais pas vu venir celle-là. Flûte. Mais je pense que je ne verrai jamais d'IA générale avec ma fille non plus. Voilà. Après, je ne sais pas parce que si on avait dit aux hommes préhistoriques qu'ils auraient un jour la connaissance du monde entier dans leur poche, ils auraient dit mais ils sont fous, on essaye de casser des cailloux pour tuer des bestioles, et maintenant vous avez un smartphone. Donc en 2000 ans, il se passe pas mal de choses. Enfin là, c'est pas 2000 ans, mais en 30 000 ans, il se passe pas mal de choses. Donc peut-être que dans 2000, 3000, 10 000 ans, ça existera, j'en sais rien. Mais à temps court, en tout cas dans le temps de nos vies, je pense qu'on est tranquille. Mais sinon, effectivement, ça serait potentiellement dans une case. Attention aussi, hein, les personnes qui font des choses négatives et néfastes ne respecteront pas la réglementation européenne. On sait très bien que c'est interdit de tuer dans la loi, mais qu'il y a quand même des terroristes. Donc les gens qui veulent faire du mal le feront même avec une réglementation européenne. Voilà. Donc ça n'empêchera pas les abus et celui qui voudrait faire une IA qui est capable de tuer directement toute personne qui met un papier à côté de la poubelle, parce qu'il ne faut pas mettre les papiers à côté des poubelles, pourrait le faire parce que ça ne serait pas trop une préoccupation pour lui, la réglementation européenne. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une toute dernière question? Vous êtes vraiment très calme. Alors soit je vous ai complètement endormi, soit j'étais tellement claire, vous n'avez plus de questions, donc du coup j'ai un doute là, parce que c'était quand même un gros sujet. En tout cas, je vous... Ah, oui. Alors, il y a une chaîne de responsabilité dans la loi. Donc la question, c'était quand on utilise une IA qui a été faite par quelqu'un d'autre. En fait, tous les maillons sont plus ou moins responsables. Celui qui fait le modèle va être responsable de faire la documentation et ainsi de suite. Si c'est vous qui décidez de le commercialiser, ben, vous serez en charge de déposer l'agrément. Et puis si vous faites que l'acheter, en quelque sorte, c'est à vous d'être responsable du fait que vous vérifiez que la personne à qui vous achetez, elle a l'agrément. Donc voilà. Donc vous êtes responsable si vous achetez une IA sans agrément, en sachant qu'il y en a besoin, et que vous dites on passe à travers. Alors bien évidemment, il y a quand même un petit peu une considération de bonne foi, hein. Dans la loi, vous pouvez penser qu'ils l'ont et en fait ils vous ont menti, et dans ce cas-là, c'est pas votre faute ou ce genre de choses. Mais si vous achetez une IA toute prête, ça sera quand même à vous de vérifier qu'elle a bien l'agrément. Et du coup, faites attention parce que dans les 24 à 36 mois, il y a beaucoup de sociétés qui vont essayer de vous vendre des IA où ils savent qu'ils ne pourront pas après passer l'agrément, mais histoire que vous les ayez achetés. Donc posez-vous la question dès maintenant quand vous achetez de l'IA, est-ce que c'est quelque chose qui pourra obtenir l'agrément? Aujourd'hui, vous ne pouvez pas l'avoir l'agrément pour une raison toute simple, c'est que les instances où on dépose les dossiers n'existent pas encore. D'où le délai jusqu'en mai pour le mettre en place pour que les instances se créent. Donc aujourd'hui, personne n'a d'agrément. Mais réfléchissez à est-ce que c'est quelque chose qui pourrait l'obtenir? Est-ce qu'ils ont les infos pour obtenir l'agrément? Parce que sinon, vous allez vous retrouver coincé et dans 24 mois, ils vont vous dire bon, bah, on arrête notre produit parce qu'on n'a pas l'agrément et vous serez dans la mouise. Voilà. Et ben, en tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne fin de salon. Au revoir!